Donc, on Oui, va ouvrir. on t'entend. Merci, Gilles. Bonjour à toutes et tous. Donc, on n'est pas très nombreux pour l'instant, mais je pense que la salle va se remplir. Donc, on a aujourd'hui trois présentations d'équipes, Clépivir, Pépite et RS, avec plusieurs topos pour certaines équipes. Et je remercie vraiment les orateurs de leur disponibilité et d'avoir fait l'effort de préparer ces exposés. Je rappelle quelques règles, qui étaient d'indiquer vos noms et prénoms, mais ça vous le savez, vous êtes connectés. Ne pas activer son micro ni sa visio, bien sûr, sauf les orateurs. Et puis, je vous propose de poser vos questions sur le chat dans le menu discuter pour que après on puisse adresser les différentes questions après les exposés. Et donc, sans plus attendre, je cède la parole à Eladji Lai, qui est doctorant sous la codirection de Gilles et de Nathanaël, pour son exposé sur l'impact de la pandémie de Covid sur la greffe de rein. Eladji, c'est à toi. Et les Merci topos sont Fabrice. enregistrés. Oui. C'est bon, on voit ton écran. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter mon travail sur l'impact direct et indirect de la pandémie COVID-19 sur la survie des personnes ayant bénéficié d'une greffe de rein. Il s'agit d'une étude nationale observationnelle française. Tout d'abord, la pandémie a entraîné une réorganisation des soins, des systèmes de soins pour la prise en charge des formes sévères de COVID-19. En France, les capacités de soins ont été priorisées et étendues pendant la pandémie. J'appartiens à un groupe de travail nommé COVID Host qui se pose les questions suivantes. Quel a été l'impact de la pandémie COVID-19 sur d'autres pathologies? Comment utiliser les bases de données médico-administratives pour répondre à ce type de questions? Au sein de ce groupe, je suis chargé d'étudier l'impact de la pandémie sur les patients en insuffisance rénale chronique terminale. Donc, dans mon premier travail, je me suis posé les questions suivantes. Quel a été l'impact indirect de la pandémie, c'est-à-dire l'impact chez les patients transplantés qui n'ont pas développé de forme sévère de COVID-19? Et enfin, quel est le bénéfice de la vaccination chez les transplantés rénaux? Lorsqu'on regarde la littérature c'est concernant les transplantés rénaux et le COVID-19, on, on voit que les transplantés rénaux ont un risque très élevé d'hospitalisation et de décès à l'hôpital comparé à la population générale. On note également une modification de la consommation de soins, de la consommation des immunosuppresseurs plus précisément, euh, due à la fois par une diminution des doses d'immunosuppresseurs chez les patients atteints de COVID-19, mais également des études ont rapporté une non-adhérence aux immunosuppresseurs. Concernant la vaccination, une étude française rapporte que chez les personnes ayant reçu deux doses, les transplantés rénaux ont un risque d'hospitalisation et de mortalité hospitalière 6 fois supérieur à celle de la population générale. Donc, pour mieux protéger ces personnes, une médecine de précision a été mise en place en France, ce qui leur permettait d'avoir des doses plus fréquemment, mais aussi un accès très privilégié aux anticorps monoclonaux. Nous avons donc réalisé une étude qui se base uniquement sur les données du système national les données du système national des données de santé, SNDS. Euh, nous avons, nous avons utilisé la cartographie des pathologies qui permet de repérer certaines pathologies, certaines personnes atteintes de pathologies dans les SNDS. Ainsi, nous avons pu repérer les patients prévalents en insuffisance rénale chronique entre 2015 et 2020. On considère qu'un patient est incident en insuffisance rénale chronique terminale une année donnée si c'est la première fois qu'il apparaît dans la cartographie.
Pour ces patients incidents, nous avons cherché la date exacte d'insuffisance rénale chronique terminale qui correspond à la date, le premier date de soins en relation avec cette maladie. Et enfin, nous avons inclus dans notre étude l'ensemble des personnes qui ont reçu donc une transplantation, c'est-à-dire 10 637 personnes, avec près de 30 000 personnes années de suivi, dont 14 000 durant la période pandémique. Notre étude s'étend donc du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2021, avec une période pandémique qui débute le 1er mars 2020. Nous avons différents types de suivi et les personnes A, B et C qui ont une suivi qui se trouve totalement sur une période, c'est-à-dire pour les personnes A sur la période pré-pandémique, pour les personnes B et C sur la période pandémique. On les suit depuis leur transplantation jusqu'au décès ou à la fin de l'étude, où on censure. On a également d'autres types de suivi, comme les personnes qui ont été transplantées durant la période pré-pandémique, qui sont vivants à l'arrivée de la pandémie, ces personnes sans de statut et on continue donc de les suivre avec un statut pandémique jusqu'à leur décès ou à la fin de l'étude. Du fait que la période pré-pandémique dure 5 ans, tous les suivis, l'ensemble des suivis sont censurés à 5 ans. Ce sont toujours Nous avons donc utilisé le modèle Cox pour évaluer l'impact de la pandémie sur la survie donc des transplantés rénaux. Le risque instantané de décès s'écrit comme suit, lambda 0 de t qui est la fonction de risque de base. Nous avons mis 1 qui est le log hasard ratio du variable pandémie qui vaut 0 lorsqu'on est dans la période pré-pandémique et 1 lorsqu'on est dans la période pandémique. Mu2 pour les log hasard ratio des variables qui ne dépendent pas du temps, comme le sexe, le temps passé en dialyse, le mode de transplantation, et mu3 pour les variables qui dépendent du temps, comme les COVID-19 hospitalisations et les comorbidités. Voici les caractéristiques des patients qui ont été inclus dans notre étude. Euh, Près de 50% des patients sont âgés de plus de 55 ans. 64% des transplantés rénaux aussi sont des hommes et plus de 40% ont au moins une des comorbidités les plus fréquentes, c'est-à-dire le diabète et les comorbidités, une comorbidité cardiovasculaire. On constate également qu'il n'y a pas eu de changement majeur entre les patients qui ont reçu leur transplantation durant la période pré-pandémique et pandémique. Euh, Parmi les personnes qui ont été transplantées durant la période pandémique, 324 sont décédées durant cette période. On note également que 430 personnes sont décédées durant la période pandémique, avec 127 décès parmi les 430 décès sont enregistrés. C'est les 659 personnes qui ont eu une histoire d'hospitalisation pour COVID-19. Voilà. Donc, pour visualiser les probabilités de décès depuis la transplantation, nous avons utilisé la méthode proposée par la méthode de Simon Marcus qui a proposé une extension de la méthode de Kaplan-Meier qui prend en compte les variables qui dépendent du temps, comme dans notre étude, avec la variable période qui vaut pandémique période ou pré-pandémique. Voilà, cela nous permet de visualiser qu'il y a un surrisque associé à la période pandémique qui est en marron et que notre modèle de Cox nous montre que ce surrisque s'élève à 59%. Lorsqu'on scinde en fait la probabilité de décès en fonction, voilà, si la personne est hospitalisée en COVID-19, pour COVID-19 ou pas hospitalisée, on s'aperçoit que la quasi-totalité de ce risque qu'on avait observé en haut est portée par les patients qui ont été hospitalisés pour COVID-19. Cela est confirmé également par notre modèle de Cox avec un sur-risque très élevé, c'est les patients hospitalisés et pas de sur-risque significatif, c'est les non hospitalisés. Donc, pas d'effet indirect. Là,
Ces résultats sont également confirmés par notre modèle qui est ajusté sur l'âge, le sexe, les comorbidités, le temps passé en dialyse, les modes de transplantation, avec un surrisque très élevé lorsque ces patients sont hospitalisés pour COVID-19 et pas d'effet significatif de la pandémie, c'est-à-dire qu'on a un impact direct très fort et pas d'impact indirect. Lorsqu'on regarde la dynamique de la vaccination, on s'aperçoit que 3 mois après le début du déploiement des vaccins, 60% des transplantés rénaux avaient au moins une dose de vaccin. Et après un an, nous avions plus de 71% des transplantés qui avaient reçu au moins 3 doses. Lorsqu'on regarde l'impact des vaccins sur les hospitalisations, on voit que dès les 2 premières doses, on notait déjà une efficacité des vaccins et ça s'est amélioré avec la troisième dose. Cependant, lorsqu'on regarde l'effet des vaccins sur les décès toutes causes, on s'aperçoit que c'est qu'à partir du troisième dose que les vaccins sont associés à une diminution, à une diminution du risque de décès. Enfin, l'impact direct de la pandémie sur les KTR a été très élevé. En revanche, quelles que soient les perturbations de l'organisation des soins en France qui ont pu avoir un impact sur la prise en charge habituelle des KTR, il n'y a pas eu de surmortalité chez ces patients n'ayant pas développé de forme sévère de COVID-19. Les résultats de l'étude sur les vaccinations plaident en faveur de l'intensification de son déploiement dans la population vulnérable. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Pour cet exposé très, très didactique et clair. Alors pour l'instant, je ne vois pas de questions sur le chat et moi je suis un peu embarrassé à poser des questions parce que je suis ce travail assez régulièrement. Euh, Personne n'a de questions à poser spécifiquement. Donc la question que je vais poser n'a rien à voir avec ton travail, mais finalement, une des questions, je pense, intéressantes, c'est celle de l'accès à la transplantation pendant la pandémie, la période pandémique par rapport à la période pré-pandémique. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez regarder dans le cadre du projet Covid? Oui, je pense qu'on est en train de le regarder. On a même déjà des résultats qui vont rentrer dans le deuxième papier. D'accord. Donc tu nous présenteras un autre segment, un autre exposé. Oui. Bon, donc s'il n'y a pas de questions, merci Eladji. On va passer la parole à Paul, euh, pour Merci. le deuxième exposé de l'équipe sur la mortalité pendant la pandémie. Paul qui est aussi co-encadré par Gilles et par Nathanaël. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voyez ma présentation? On la voit? Oui, c'est bon. Ok, eh ben, je vais vous parler du coup de notre travail sur la mortalité pendant la pandémie de Covid-19, au travers de l'estimation de la surmortalité et des années de vie perdues correspondantes en France entre 2020 et 2022. Donc, tout d'abord, un tout petit mot de contexte. Donc, il y a une mortalité accrue en fait qui a été observée en période pandémique. Mais la mortalité Covid est un indicateur insuffisant en fait pour évaluer l'impact de la pandémie. Donc ça pour plusieurs raisons. Donc tout d'abord, on a un manque de disponibilité et de fiabilité des données en fait sur les données Covid. Donc actuellement, on n'a que les certifications de décès de l'année 2020. Et en plus, cette mortalité Covid, en fait, elle n'évalue que la mortalité directement attribuée au virus. Et elle va pas évaluer la mortalité due aux perturbations du système de santé, ce qu'il peut y avoir comme report des interventions, saturation du système de soins. Donc tout ce qui pourrait être plus qualifié de mortalité indirecte.
Donc, dans ce contexte-là, finalement, la surmortalité est devenue un indicateur de référence qui a été très largement utilisé à travers le monde, sachant que la surmortalité, c'est la différence finalement entre le nombre de décès observés en période pandémique et celui attendu si la mortalité avait suivi la tendance des années précédentes. Donc, malheureusement, il y a certaines problématiques qui existent par rapport à cette surmortalité. C'est que les estimations pour la France varient finalement d'un facteur 3 pour les années 2020 et 2021, et qu'il y a des divergences importantes qui existent sur l'évolution en 2022. Donc là, c'est un petit tableau que j'ai récupéré dans un article qui montre des différentes estimations de la surmortalité en France en 2020 et en 2021, suivant diverses sources. Et on voit que les estimations vont de 57 000 ici jusqu'à 155 000. Concernant les divergences en fait sur l'évolution en 2022, ici on a les estimations du réseau Euromomo qui prédit plutôt une diminution de la surmortalité en 2022 par rapport en 2020, alors qu'en parallèle on a l'INSEE qui a sorti une publication cette année qui titre 53 800 décès de plus qu'attendus en 2022, une surmortalité plus élevée qu'en 2020 et 2021. Donc, par rapport à ça, quel a été l'objectif de notre travail? Ça a été d'estimer l'impact de la pandémie en France de 2020 à 2022 au travers de l'étude de la mortalité toute cause par année et par sexe et complété par le nombre d'années de vie perdues correspondantes pour donner une information supplémentaire sur l'âge des personnes décédées. Au niveau des étapes, donc on a commencé par faire une visualisation graphique de la mortalité, de son évolution au cours du temps. On a ensuite évalué différents modèles finalement pour prédire la mortalité attendue et on a utilisé le modèle le plus pertinent pour estimer la surmortalité en période pandémique. Donc pour faire ça, on a utilisé les données de l'INSEE finalement qui sont disponibles en accès libre. On a les décès quotidiens par âge et par sexe. Donc ça, c'est un petit exemple de représentation graphique que j'ai fait pour visualiser donc l'évolution de la mortalité en France. Donc là, sur le panel principal, sur l'axe des abscisses, on a une échelle temporelle qui va de 2015 à 2022 avec une granularité journalière. Sur l'axe des ordonnées, ici, on a les âges là, qui vont de 30 ans à 100 ans avec une granularité de 1. Et au final, donc, du coup, dans chaque case, pour chaque jour et pour chaque âge, on aura le nombre de morts correspondants avec une échelle de couleurs, de noir, pas de morts du tout, jusqu'à rouge, mortalité importante, là, ici, 140 décès. Donc, pour visualiser cette mortalité. Sur le panel du haut, ici, avec la même échelle temporelle, une granularité journalière, hein, on a la distribution du nombre quotidien de morts, finalement, avec la répartition homme-femme. Et ici, sur le panel de droite, on a la distribution des morts, ici, par âge, avec aussi la distribution homme-femme. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on voit comme information principale sur ce type de graphique? C'est déjà que la mortalité, elle est plutôt concentrée en France aux âges élevés, ici, plutôt entre 80 et 95 ans. On a aussi un phénomène ici de périodicité, finalement, de la mortalité. Et on a ici, donc on peut voir l'effet Covid. Donc ici, avec un pic de mortalité, donc ici visible aussi aux âges élevés, mais qui rayonnent aussi vers les âges les plus faibles. Et ensuite, une succession finalement de perturbations ici en période pandémique, plus difficile à identifier. Donc nous, notre travail, ça a été quoi? Ça a été d'estimer du coup la mortalité qui serait attendue en l'absence de pandémie, pour comparer cette mortalité avec la mortalité réellement observée, et du coup estimer cette surmortalité. Donc, pour faire ça, on a décidé de prédire la mortalité à partir des taux de mortalité. Donc là, sur ces trois panels, on a l'évolution des taux de mortalité en France, donc entre 2000 et 2018. Donc là, on a pris comme exemple entre 70 et 80 ans. Là, c'est les différentes couleurs. Et donc, du coup, on voit cette évolution des taux de mortalité au cours du temps. Et donc, pour prédire cette mortalité, nous, on a essayé trois modèles. Donc, le premier, c'est un modèle moyen. En fait, on va simplement prédire la mortalité attendue en faisant la moyenne des taux de mortalité. Donc là, on voit que vu que la tendance naturelle est plutôt à la baisse, en faisant ça, on va surestimer finalement la mortalité réelle. On a ensuite décidé de tester plus une tendance linéaire. Donc là, c'était pas mal, mais on voit que sur
les années les plus récentes, ici, on va avoir plutôt tendance à sous-estimer la mortalité réellement observée. Et finalement, on a aussi essayé une tendance quadratique qui a l'air plus adaptée finalement à la forme de l'évolution des taux de mortalité. Donc nous, pour valider nos modèles, finalement, on a décidé de faire de la prédiction sur 2019, donc sachant que 2019, c'était avant la pandémie, et c'est une année où il n'y a pas eu d'épisode particulier de grippe ou de canicule. Et notre critère de sélection, ça a été du coup de choisir le modèle qui va le mieux prédire la mortalité de 2019, donc de minimiser l'écart entre la mortalité prédite par le modèle et celle observée en 2019. On a fait toute une succession d'étapes de validation. En fait, on a essayé plusieurs périodes d'apprentissage. On a essayé de prédire sur plusieurs années, etc., etc. Donc là, je vais le résumer rapidement. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'avec le modèle moyen, donc ce qu'on voyait un petit peu déjà sur le graphique du dessus, on aura tendance à surestimer la mortalité. Avec le modèle linéaire, donc plus on va augmenter la période d'apprentissage, plus on va sous-estimer la mortalité. Alors que le modèle quadratique, finalement, il sera plus adapté et plus robuste. Finalement, c'est celui qui apportera le meilleur compromis entre biais et variance. Et donc, c'est celui-là qu'on aura sélectionné finalement pour estimer cette mortalité attendue en période pandémique et estimer la surmortalité. Donc ça, c'est un petit panel qui va résumer un petit peu tout ce qu'on a trouvé sur la surmortalité. Donc ici, dans ce premier panel, on a l'échelle temporelle en années sur l'axe des abscisses. On a ici les âges de 0 à 100 ans sur l'axe des ordonnées. Et finalement, c'est la différence entre les décès réellement observés et ceux prédits par notre modèle. Et ça met en valeur justement la surmortalité ici en période pandémique. C'est-à-dire que le décès observé était plus important que ceux prédits par notre modèle. Et donc, ce qu'on voit d'intéressant ici, c'est que la première année, ici en 2020, on a une surmortalité importante qui était plus concentrée aux âges élevés. En 2021, on a toujours une surmortalité en France, mais ce coup-ci qui atteint des personnes plus jeunes par rapport à l'année d'avant, donc plus autour de 70 ans. Et en 2022, on a à nouveau une surmortalité importante, avec ici deux clusters, donc un autour de 90 ans et un autour de 70 ans. Donc, à partir de ces estimations d'excès de mortalité, donc on a un nombre de personnes du coup en excès de mortalité, on a calculé le nombre d'années de vie perdues en appliquant à ces personnes l'espérance de vie restante à partir des tables de mortalité de l'INSEE. Et donc, on a obtenu ces petits graphiques là qu'il y a sur la droite. Donc, en 2020, on voit que c'était des personnes plutôt âgées qui étaient en surmortalité, donc avec une espérance de vie un peu plus faible, autour de 5 ans. Donc, on a une médiane ici qui est autour de 8 ans. En 2021, donc c'est intéressant de voir qu'on avait des personnes donc plus jeunes qui étaient en excès de mortalité, donc avec une espérance de vie plus grande. Et là, on a une médiane qui est autour de 13-14. Et en 2022, donc il y avait donc ces deux clusters, un de personnes plus âgées et un de personnes plus jeunes avec une espérance de vie plus grande. Et finalement, on a une médiane autour de 11 années de vie perdue. Donc ici, là, sur ce dernier panel, c'est le bilan global, si je puis dire. Donc en bar plot, ici, on a le résumé de la surmortalité avec la distribution homme-femme. Donc on voit qu'en 2020, on avait 39 000 personnes en surmortalité. En 2021, on observe une baisse avec 43 000 personnes. Et en 2022, finalement, une hausse pour atteindre un niveau supérieur à celui de 2020 avec 54 000 personnes. Donc ici, entrée, c'est le nombre d'années de vie perdues avec la répartition homme-femme et ici total. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que malgré le fait qu'il y ait une baisse de surmortalité finalement en 2021, le nombre d'années de vie perdues continue à augmenter en 2021 parce que c'est des personnes finalement plus jeunes qui ont été touchées et à atteindre un niveau record en 2022. Donc voilà, pour conclure, en France, on a observé une surmortalité substantielle au cours de la pandémie, de l'ordre de 50 000 cas par an et de l'ordre de 10 années de vie perdues par personne décédée. Et il y a une augmentation de la surmortalité au cours de la période pandémique, couplée avec une baisse de l'âge moyen des personnes impactées. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce travail. Merci, Paul. Merci pour cet exposé également très clair. Finalement, on se rapproche quand on associe l'ensemble des surmortalités du nombre total de décès Covid, non? Alors, je dirais que ça dépend des années. Justement, je vais avoir ça en réserve. Quelque part, voilà. En 2020, là, en fait, la surmortalité
à un niveau inférieur au nombre de décès Covid, parce que je crois qu'ici, on est sur du 69 000. Et par contre, ce qui est plus étonnant, c'est que finalement, la mortalité Covid, elle baisse au cours du temps, hein, en 2021, en 2022, alors que la surmortalité, elle atteint un niveau record en 2022, ce qui suggère que cette surmortalité, c'est plus finalement un impact indirect de la pandémie, donc plus lié aux perturbations du système de soins ou à des conséquences à long terme. Mais c'est pas corrélé, si je puis dire, au nombre de décès Covid, quoi. D'accord. Donc, j'avais une question dans le chat. Merci beaucoup d'en avoir posé une. Est-ce que les observations similaires ont été rapportées dans d'autres pays européens? Alors, c'est difficile d'avoir des estimations. Il y a beaucoup, beaucoup d'articles en fait sur la surmortalité en 2020, un petit peu en 2021. En 2022, il y en a très, très peu, mais il me semble que j'ai vu passer quelque chose sur l'Allemagne, et éventuellement le même phénomène. Et sinon, je crois que j'en ai vu un la semaine dernière, non pas en Europe, mais sur la Corée, il me semble, où il y avait aussi ce phénomène qui était décrit avec un pic en 2022. De David Aja, question naïve. En quoi votre méthode d'estimation de la surmortalité diffère-t-elle de celle de l'INSEE? Eh ben, très bonne question. En fait, je me suis plutôt très inspiré de la méthode de l'INSEE, puisque je dois avoir ça aussi dans mon sac. Donc l'INSEE, en fait, elle fait la même chose finalement. Elle fait la méthode elle fait de l'inférence sur les taux de mortalité, sauf que finalement, l'INSEE, elle considère une tendance linéaire et pas quadratique. Et finalement, vu qu'il y avait des divergences importantes qui existaient entre la méthode INSEE et celle de Romomo, par exemple, nous, on a décidé de tester nous-mêmes et de faire beaucoup plus d'étapes de validation finalement. Et donc, ce qu'on a dit, on a essayé de tester la robustesse à la période d'apprentissage. On a testé de prédire sur des années différentes de 2019 pour voir quel était le meilleur modèle. On a même essayé de prédire 3 années de suite pour voir quel était le modèle le plus adapté. Et finalement, tous les résultats convergent vers le fait que le modèle quadratique est meilleur. Voilà, c'est ça. Là, on arrive même à prédire 3 années, 3 années avant la pandémie, avec une erreur finalement totale de moins de 10 000 décès, sachant que 3 années de décès, c'est environ 2 800 000 décès. Donc, c'est inspiré de leur méthode, si je puis dire. C'est un peu amélioré parce que nous, on utilise une tendance quadratique au lieu d'une méthode linéaire. Mais les résultats sont proches, mais ça valide en fait le fait que c'est plutôt les estimations de l'INSEE qui sont proches de la réalité plutôt que celles de Romomo. Alors justement, moi, c'était une question que j'avais. Alors, il y a une question suivante de David Ajaj est-ce qu'il tient compte de l'autocorrélation entre certaines années successives ou peut-être qu'il n'est pas besoin de faire de la prédiction? Est-ce que ton modèle tient compte de l'autocorrélation entre les années? Pas du tout, non. Non, non. Après, on n'a pas. Enfin, de mon côté, moi, j'ai pas tellement travaillé sur le modèle, j'ai plus travaillé sur la validation. Finalement, le critère, c'était plutôt que ça prédise bien ou que ça prédise pas bien. J'ai privilégié la simplicité du modèle et la qualité finalement des prédictions à la fin. Mais non, il y a pas j'ai pas tenu compte de l'autocorrélation. Moi, j'avais une question un peu du même ordre qui était finalement à 3 ans, quand on prédit en 2022 sur la base d'un modèle construit jusqu'en 2019, on a plus d'incertitudes sur la prédiction en 2022 que en 2021. Est-ce que c'est pris en compte dans ce travail? Oui, bah là, on le voit hein, justement, ici, quand on prédit sur 3 ans, on voit bien que l'intervalle de confiance sur la troisième année, il est beaucoup plus large que sur la première année. Et je crois que sur les résultats, si j'arrive à retourner, c'est la même chose, hein. Finalement, plus on s'éloigne de la période d'apprentissage, plus l'intervalle de confiance va être grand, hein. C'est ce qu'on voit ici, là, hein. 34 000, 73 000 sur 2022, alors que sur 2020, on est à 40 et 58 000. Et dernière question de mon côté, est-ce que pertinent de faire des modèles sur une échelle de temps qui est celle du mois, par exemple, Alors après, limiter oui, de ça mortalité peut. aux différentes variantes? Oui, alors j'entends pas très très bien, alors je sais pas si. Mais Donc, donc si c'est.
t'en prie. Oui, si on peut utiliser une autre échelle que l'année, c'est ça? C'est cela, pardon. Euh, oui, oui, oui. Alors, on peut. Alors, justement, par curiosité, ce matin, je voulais voir s'il y avait aussi ce phénomène en 2023. Mais 2023, on n'a pas toutes les données. En fait, j'ai fait la même chose, hein. Sauf que j'ai limité sur la période d'apprentissage aux 6 premiers mois de l'année et pour prédire aussi ce qui était attendu sur les 6 premiers mois de l'année d'après. Forcément, du coup, on a moins d'informations, donc on augmente un peu en variabilité. Et l'avantage en fait d'utiliser l'année, c'est que vu qu'il y a une périodicité de la mortalité, mais que la période est annuelle, on lisse cette périodicité-là, mais on peut le faire tout à fait sur, sur une autre échelle de temps. C'est juste qu'on va perdre en qualité d'estimation, si je puis dire. Et puis en plus, enfin, plus on avance dans la période pandémique, plus on prédit à long terme. Plus on préfère avoir un modèle robuste, je dirais, donc apprendre sur l'année, avoir une grande période d'apprentissage pour être un peu plus précis sur nos estimations. Très bien, bah, écoute, merci Paul. Et donc on va passer maintenant à la présentation de l'équipe Pépite avec un premier exposé autour d'une revue qui est présentée par Arnaud Serré-Larmand et autour d'une revue autour de la méthodologie, pardon, une revue sur les comparaisons indirectes ajustées sur la population. Donc Arnaud, c'est à toi. Ouais, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais partager mon diapositive. Il faut que Paul Voilà. te donne la main. Pour l'instant, Paul Voilà. n'a pas désactivé son partage. Encore. Non, non, je crois que j'ai arrêté le partage, il me semble. Moi, ça me... Non, si, il est encore partagé là. Voilà. Alors je regarde. Là, ça devrait être bon. Tu dois pouvoir y aller, Arnaud. Voilà. Ici, je mets en grand. Vous voyez encore en grand, c'est bon? Oui, c'est bon. Super. Ok, donc comme vous l'avez indiqué, je vais vous présenter du coup un article, enfin un travail dont on vient de publier l'article dans le Journal of Clinical Epidemiology qui porte donc sur les comparaisons indirectes ajustées sur la population, donc Population Adjusted Indirect Comparison en anglais. Et donc c'est une revue méthodologique qu'on a fait de ces publications avec donc, Belkacem Zenati, Agnès Deschartres, Jérôme Lambert et David Ajaj. Donc, un peu de contexte d'abord sur cette recherche. Dans quel contexte ces comparaisons sont utilisées? C'est pour les autorisations de mise sur le marché et encore plus spécifiquement pour les demandes de remboursement par les autorités sanitaires, par les différentes agences de santé de nouveaux traitements. Donc, idéalement, ces demandes de remboursement sont appuyées par des essais comparatifs, donc des comparaisons directes, des essais avec plusieurs bras. Mais en pratique, il y a différentes raisons qui empêchent ces comparaisons directes. Et du coup, quand on est dans ce genre de situation, eh bien, les agences de santé demandent à défaut ce qu'on appelle des comparaisons indirectes. Et donc, qu'est-ce que ces comparaisons indirectes? Eh bien, c'est évaluer un effet de traitement relatif. Admettons, on s'intéresse à deux traitements A et B. C'est évaluer l'effet de traitement relatif entre ces deux traitements, même s'ils ont été évalués dans des essais différents. Et différentes façons de faire. Donc, on peut faire ce qu'on appelle des comparaisons indirectes ancrées, avec si on a un bras de traitement en commun, typiquement un placebo, par exemple, ou des comparaisons indirectes non ancrées, pour lesquelles, du coup, on n'a pas de traitement comparatif commun et qui, évidemment, on comprend, repose sur des hypothèses de validité bien plus fortes et bien plus difficiles à justifier. Et ce qui nous intéresse plus spécifiquement dans ce contexte, c'est les comparaisons indirectes ajustées. Qui dit ajusté dit normalement données individuelles. Néanmoins, là, on va voir que ces comparaisons indirectes ajustées qu'on peut sur la population, c'est quand on a accès à seulement une partie de ces données individuelles. Donc, par exemple, uniquement pour l'étude qui a évalué A et C. Et puis, pour l'étude B et C, on va utiliser les données publiées dans la littérature.
Et ça, c'est un contexte qu'on retrouve fréquemment dans ces demandes de remboursement, dans ces commissions de demande de remboursement, où en général, un industriel a accès aux données de son propre essai, mais n'a pas accès aux données individuelles de l'essai du médicament concurrent, du traitement concurrent. Parmi ces Population Adjusted Indirect Comparison, on en distingue deux principales qu'on appelle les MAIC et les STC, et pour lesquelles je vais donner un très bref aperçu immédiatement après. On a fait cette revue parce qu'il n'y en avait pas sur le sujet, sur ces comparaisons indirectes publiées dans la littérature, l'implémentation de ces comparaisons indirectes. Néanmoins, en fait, c'est quasiment de façon en parallèle de notre travail. Il y a une autre équipe qui a bossé sur le sujet et qui a publié une revue qui est sortie un tout petit peu avant la nôtre en juillet 2023. Donc, je vous mets la référence ici. Donc, très rapidement, qu'est-ce que ces deux méthodologies, donc MAIC et STC, ces deux acronymes à retenir parce qu'ils vont revenir dans cette présentation? Et très simplement, simplifié, MAIC, c'est un analogue du score de propension pour lequel on va estimer le score de propension avec une méthodologie particulière parce qu'il nous manque une partie des données individuelles. Et les STC, ça va être un analogue des modèles de régression multivariée, des modèles de l'outcome, pour lequel on va en fait simuler l'effet du traitement, l'effet conditionnel, tel qu'on l'aurait estimé dans une population différente, en l'occurrence dans la population avec données agrégées. Donc voilà pour la très brève introduction sur ces méthodes. Et si on distingue, notamment si je fais la distinction ici, c'est parce qu'en fait, chacune de ces méthodes, qu'on choisisse MAIC ou STC, ancrée ou non ancrée, fait qu'on va devoir inclure différents spectres de facteurs de confusion, ce qu'on appelle des facteurs d'interaction, donc modificateurs de l'effet de traitement, ou des facteurs pronostiques, ou les deux. En résumé, on voit que les comparaisons non ancrées, on doit inclure l'ensemble des facteurs de confusion pour avoir une estimation non biaisée. Et on comprend que forcément, c'est des comparaisons indirectes qui reposent sur qui seront a priori fortement, très probablement biaisées in fine, parce qu'on n'arrivera jamais à observer et à ajuster sur l'ensemble des facteurs de confusion en déséquilibre entre les deux études. Donc voici c'était pour l'introduction sur ces méthodes-là. Maintenant, je vais vous présenter les méthodes de notre revue systématique. Donc, on s'est intéressé à ces aux publications dans la littérature sur ce sujet-là depuis 2010 jusqu'à avril 2022. 2010 simplement parce que c'est en fait l'année au cours de laquelle les premiers articles qui ont décrit la possibilité d'utiliser ce genre de méthode sont apparus. Donc, c'est les premiers articles datent d'après 2010. Et donc, on a arrêté en avril 2022. On a essayé de récupérer toutes les informations sur les STC et les MAIC et on a exclu les articles qui étaient purement méthodologiques, qui utilisaient simplement un exemple pour illustrer une nouvelle méthodologie. On a collecté différentes informations sur ces études, très générales sur parce qu'on ne savait même pas finalement quel type de journaux publient ces études, quelle est simplement la quantité, la tendance bibliographique de publication de ce type de recherche. Et puis après, on a récolté des informations sur les études originales. Est-ce que c'est plutôt basé sur des essais contrôlés randomisés? Est-ce que c'est basé sur des essais monobras? Parce que l'un des rationnels pour l'augmentation de l'utilisation de ces méthodes, c'est qu'il y a de plus en plus d'essais monobras pour différentes raisons. Et ces essais monobras viennent de plus fréquemment en appui de demandes d'AMM. Donc, on retrouve plus souvent des comparaisons indirectes dans les dossiers d'AMM. Enfin, on a essayé de collecter des infos sur la façon dont ils ont implémenté ces méthodes et leurs résultats. Il y avait tout un tas d'éléments qu'on pouvait récolter qui étaient intéressants à relever dans ces méthodes. On a fait une petite liste à partir de la littérature méthodologique sur le sujet. Et donc, les éléments qui nous semblaient les plus importants pour que les résultats présentés par ces études qu'on ait confiance dans les résultats reportés par ces études, eh bien, c'est le fait que les auteurs aient fait une revue systématique pour agréger l'ensemble des sources d'informations pour informer leur comparaison indirecte, le fait qu'ils aient défini un outcome principal,
Est-ce qu'ils ont bien reporté les différentes tailles d'échantillons à différentes étapes de cette méthodologie? Et puis surtout, la justification pour l'ajustement, pour les modèles d'ajustement utilisés, quels facteurs de confusion ils ont inclus, potentiellement lesquels ils n'ont pas pu inclure, et est-ce que c'est conforme à la méthodologie utilisée. Donc, ensuite, les résultats qu'on a obtenus à partir de ce cahier des charges. Donc, dans la revue initiale, dans notre équation de recherche, on a retrouvé 799 articles et après lecture des abstracts et du texte complet, on a finalement inclus 133 articles. Au sein de chacun des articles, on pouvait récupérer plusieurs résultats de comparaison indirecte, notamment si un même article en fait comparait tout un ensemble de médicaments différents, de paires de traitements différents, on recoltait l'information pour chacune des paires de traitements comparés. Et donc, ce qui a donné un total de 288 comparaisons indirectes ajustées sur la population inclus dans notre étude. Donc, dans un premier temps, quelles sont les tendances de publication de ces méthodes? On voit que là, sur ce graphique, on voit que dans les années avant 2015, hein, c'était des méthodes qui étaient relativement anonymes. Hein. On a une dizaine publiées avant 2016 et on voit que, au contraire, à partir de 2021, ça a complètement explosé. En 2022, la fréquence de publication a encore augmenté. Néanmoins, là, le 2022, il est tronqué jusqu'en avril. Donc, on a en fait un quart de l'année représenté ici sur ce schéma. Donc, il y a une augmentation constante et très importante au cours des 2 dernières années. L'industrie pharmaceutique est quasi systématiquement impliquée impliquée de façon directe ou indirecte dans la publication de ces articles. Et la plupart de ces publications s'intéressent à des maladies onco-hématologiques et souvent incluent des traitements innovants, ça s'intéresse à des traitements innovants. Donc, dans un tiers des cas, ces comparaisons comparaient au moins un anticorps monoclonal. Au niveau des caractéristiques qu'on a, des 5 finalement aspects méthodologiques qu'on a les plus importants à reporter qu'on avait définis. Donc voici les résultats ici. On voit que 60% de ces articles, de ces comparaisons indirectes, ont reporté avoir réalisé une revue systématique avant de procéder à la comparaison indirecte. Il n'y en a que 25% qui ont défini un outcome principal. Le report de la taille de l'échantillon à différentes étapes de la comparaison est plutôt satisfaisant. Donc, on a 80% environ qui ont reporté l'ensemble des informations. C'était 222 le nombre d'articles qui ont reporté l'ensemble de ces informations. Pour l'identification des facteurs de confusion, notamment comment on les a utilisés, pourquoi on a ajusté sur ces facteurs, est-ce qu'on a simplement regardé s'il y avait une différence entre les groupes de traitement ou alors est-ce qu'on s'est basé sur la littérature ou sur l'avis d'experts pour justifier l'inclusion de ces facteurs de confusion. On voit que dans l'ensemble, c'est relativement ou peu détaillé ou globalement basé sur des statistiques. Et ça, c'est pas ce qui est recommandé de baser l'identification de ces facteurs de confusion sur des statistiques. Donc, on va dire cet indicateur-là est relativement peu satisfaisant, 36%. Enfin, est-ce qu'on a le modèle d'ajustement est fait spécifié de façon adéquate? Ça revient à la diapo que je vous ai montré précédemment. En fonction de la méthodologie, ancrée, non ancrée, MAIC, STC, on n'inclut pas les mêmes types de facteurs de confusion. Eh bien, on voit que là, en fait, globalement, c'est une information qui est en fait relativement passée sous silence dans les articles. Et la distinction, notamment entre facteurs pronostiques et facteurs modificateurs d'effet, est relativement peu faite. Donc, globalement, c'est un aspect important de la méthodologie qui est souvent passé sous silence dans la méthode, en tout cas, des articles écrits sur le sujet. Enfin, le dernier point qui nous intéressait dans cette revue systématique, c'est quels résultats sont reportés. Et ben là, la principale information, c'est que sur 279 comparaisons indirectes qui ont reporté un résultat, 162 reportaient un résultat significatif, mais en fait, surtout, ce résultat significatif allait systématiquement dans un seul sens, à savoir, il favorisait systématiquement, quand il était significatif, le traitement évalué avec données individuelles.
Et ce traitement évalué avec données individuelles, en fait, c'est le traitement qui est le traitement du sponsor qui publie cette étude. Et donc, enfin, dit plus simplement, on voit ici un biais de publication assez important où, en fait, systématiquement, quand le résultat est significatif, c'est parce qu'il favorise les auteurs ou les sponsors de l'étude en question. Sinon, en fait, l'étude n'est a priori pas publiée et reste dans les tiroirs. Et donc, pour appuyer ce résultat, on a également identifié au sein de ces articles des paires de comparaison en fait, qui comparent exactement le même traitement, donc A et B dans les deux cas, mais simplement, dans un cas, les auteurs ont accès aux données individuelles de A, dans l'autre cas, les auteurs ont accès aux données individuelles de B, et donc vice-versa. Et en fait, ces paires d'articles qui comparent le même traitement issu des mêmes études reportent des résultats au moins en partie discordants, donc ce qui montre que en fait, ces méthodologies avec le très large degré de liberté d'ajustement et de différents choix méthodologiques permettent en fait d'avoir des résultats qui peuvent être discordants à partir a priori des mêmes données. Et donc voilà, pour finaliser, pour synthétiser ces résultats, on voit que ces études intéressent avant tout l'industrie pharmaceutique parce que ça vient en appui des données d'AMM. Il y a des problèmes dans la méthodologie, en tout cas ça pourrait être amélioré, et il y a un biais de publication très important. Du coup, on a émis des recommandations d'amélioration du reporting. En tout cas, on s'est relativement peu intéressé en tout cas, on ne pouvait pas évaluer la méthodologie vraiment en tant que telle. On pouvait surtout évaluer la qualité du reporting. Et du coup, on a émis un certain nombre de recommandations parce qu'il faut savoir que globalement, comme ces méthodologies sont relativement nouvelles, il y a jusqu'ici, il n'y a pas de consortium qui a émis des recommandations comme on pourrait l'avoir dans d'autres types d'études. Donc, on en a suggéré quelques-unes. Et c'est également le cas pour d'ailleurs la revue systématique faite par les auteurs en parallèle de nous qui ont également émis certaines recommandations parce qu'ils ont fait un petit peu des diagnostics relativement similaires. Et voilà, après, dans les limitations, on peut noter que globalement, nous, on s'intéressait aux articles publiés et que ça peut être, les informations publiées dans ces articles peuvent être légèrement différentes de ce qui est soumis dans les dossiers d'AMM. Et voilà, c'est donc pour cette présentation. Et je vous écoute si vous avez des questions. Merci Arnaud, c'était vraiment très intéressant. Je ne vois pas de questions sur le chat tout de suite. Ça y est, en voilà une. Quel facteur justifie le recours à la méthode STC plutôt que MAIC? Question de Laurent Lame. Oui. Alors, globalement, ce qui va être avancé dans les articles, il y a différents points. Ce qui va être avancé dans les articles, notamment, oui, c'est vrai que je l'ai très peu dit, pardon, les MAIC, ça représente 90% des publications. Donc, en fait, il y a un énorme déséquilibre dans l'utilisation de ces méthodes. L'avantage des MAIC, c'est basé sur le score de propension et ça permet, dans une certaine mesure, de quantifier la différence dans la distribution des facteurs de confusion entre les différentes études, notamment la taille de l'échantillon va se réduire plus la différence, plus on va avoir des populations relativement hétérogènes entre les études, ce qui permet d'une certaine façon de contrôler en fait l'extrapolation qu'on va faire, c'est-à-dire que si on est peut-être sur une méthodologie qui est un peu plus conservatrice, si nos populations sont très différentes, on va avoir un effet de traitement qui va être très variable, donc on ne va pas pouvoir conclure à grand-chose. Alors qu'à l'inverse, les méthodes STC, en étant basées sur des méthodes de régression, on va pouvoir, sous certaines hypothèses, extrapoler les résultats observés à des populations très différentes. On va pouvoir extrapoler l'effet de l'âge, par exemple, dans une population relativement âgée. On va supposer que cet effet de l'âge est le même dans une population relativement jeune. Donc ça, c'est un exemple basique, mais c'est vrai pour tous les facteurs de confusion qu'on va inclure. Et puis après, dans un deuxième temps, sur un deuxième plan, plutôt, il y a l'idée qu'on estime un effet marginal avec les MAIC versus un effet conditionnel avec les STC. Donc, c'est la même chose que le score de propension versus les modèles de régression. C'était relativement peu mis en avant, honnêtement, cette distinction marginale versus conditionnelle dans les choix des auteurs
En général, les auteurs globalement utilisaient les STC quand ils disaient que les populations étaient trop différentes pour utiliser une maïque, qu'on aurait une taille d'échantillon trop faible. C'était souvent le rationnel utilisé. Globalement, il y a beaucoup de littérature sur le sujet, sur quelle méthodologie préférée, mais le débat n'est pas tranché. Merci bien. Je pense qu'il faut qu'on avance dans les exposés. Donc, comme il n'y a pas d'autres questions, merci Arnaud pour cette présentation. Et maintenant, c'est Édouard Januel qui va présenter un travail sur anti-CD20 chez les patients atteints de maladies neurologiques et qui ont un Covid-19. À toi, Édouard. Et on voit bien ta présentation. Mais par contre, on ne te voit pas. Et ça y est, vous me voyez, vous m'entendez? C'est bon, c'est bon. Parfait, excusez-moi. Bonjour à tous, merci de me laisser l'opportunité de présenter donc, mon premier travail de thèse, donc, qui a été récemment publié donc, de JAMA Network Open, sous la direction donc, de Florence Tubac et de Caroline Papex, donc, qui vise à évaluer donc, l'association entre les anticorps anti-CD20 et la sévérité de la COVID-19 chez les patients avec une sclérose en plaques de type récurrente rémitante et progressive. Donc, en introduction, la sclérose en plaques donc, revêt schématiquement deux formes différentes. La première, donc, c'est la forme récurrente rémitante qui touche 85% des patients en début de maladie, avec une prépondérance féminine très importante et un handicap neurologique généralement peu important. Et c'est une maladie qui se comporte par des poussées itératives, inflammatoires et qui répond de façon extrêmement forte aux traitements immunosuppresseurs qui peuvent être soit de première ligne, soit de plus haute efficacité, donc de deuxième ligne, en cas d'échec des traitements de première ligne ou en cas de forme sévère d'emblée. Et dans les traitements de seconde ligne, on a les anticorps anti-CD20. À l'autre bout du spectre, il y a les scléroses en plaques de type progressive, donc qui touchent en fait des patients plus âgés, où la prépondérance féminine est un petit peu moins marquée, et donc surtout les patients ont un handicap neurologique nettement plus important. C'est une maladie en fait qui est plutôt cette fois-ci sur une phase de dégénérescence au premier plan et très peu inflammatoire, et les seuls traitements en fait qui ont montré une efficacité modeste mais réelle sont les anticorps anti-CD20. Donc les anticorps anti-CD20, donc sont, en tout cas jusqu'à 2022, étaient constitués donc du rituximab et de l'ocrelizumab, qui diffèrent d'une certaine façon d'un point de vue chimique, mais dont on n'attendait pas de profil d'efficacité ou de sécurité différents. Les premières études faites lors des premières vagues de la Covid-19 révélaient donc que les patients à sclérose en plaques partageaient les mêmes facteurs de risque de Covid sévère que la population générale, à savoir l'âge, le sexe et les comorbidités. Et puis il y avait des facteurs de risque spécifiques qui émergeaient liés à la sclérose en plaques, qui étaient notamment le handicap neurologique. Initialement, donc, on n'avait pas mis en évidence de surrisque associé aux immunosuppresseurs, mais d'autres études plus récentes et prenant en compte plus de patients ont pointé du doigt le fait que les anticorps anti-CD20 étaient associés avec un surrisque de forme sévère de la maladie. Alors, ce qui paraissait un peu plus étonnant, c'était que le fait de ne pas avoir de traitement était également associé à une sévérité plus importante de la COVID-19. Donc, à ce titre-là, plusieurs questions ont émergé, et notamment celle de savoir si l'association que l'on observait entre les anti-CD20 et la sévérité de la COVID-19 était liée donc, à un handicap neurologique, donc à un terrain des patients de forme progressive qui pourrait constituer un facteur de confusion. Et puis, la deuxième question qui nous a intéressés était de savoir si l'association donc, entre anti-CD20 et sévérité de la COVID était similaire chez les patients récurrents et chez les patients progressifs. Donc, l'objectif principal était donc de déterminer l'impact des anti-CD20 sur le risque du Covid-19 sévère chez les patients rémitants et chez les patients progressifs. Et puis, en objectif secondaire, on a essayé de regarder si cette association était influencée par l'âge, le sexe, le handicap neurologique et le statut vaccinal. Donc, on a utilisé pour répondre à ces questions le registre Covisep, qui est un registre multicentrique français, où les patients étaient inclus lors de la consultation neurologique qui suivait l'infection ou lors de l'hospitalisation pour les cas les plus sévères. Donc, les critères d'inclusion étaient avoir une sclérose en plaques, avoir eu un Covid-19 donc, du 1er février au 30 juin 2022. Et on a restreint en fait l'analyse à des patients qui étaient éligibles aux anti-CD20. Donc, chez les patients
récurrents rémitants, donc c'était des patients qui étaient traités par traitement de seconde ligne, et puis chez les patients progressifs, des patients avec un âge pas trop élevé et un handicap neurologique pas trop important. On a exclu les réinfections et on a exclu les patients dont on ne disposait pas d'informations sur la forme de CEP et sur le type de traitement. Le critère de jugement principal était une sévérité au moins égale à une hospitalisation avec oxygénothérapie. On a réalisé une analyse statistique différenciée donc entre les CEP récurrentes et les CEP progressives, dans 2 analyses séparées. Et on a estimé l'association entre les anti-CD20 et la sévérité de la Covid avec une régression logistique pondérée donc par l'inverse du score de propension en population totale, score de propension qui comprenait dans les variables, donc des variables démographiques, des variables liées à la sclérose en plaques, notamment le handicap neurologique, le fait d'avoir reçu antérieurement à l'infection un vaccin, le fait d'avoir reçu antérieurement un traitement par haute dose de méthylprédnisolone ou d'avoir reçu un traitement curatif par anticorps monoclonal anti-Covid. Les données manquantes donc étaient traitées par imputation multiple avec 10 jeux de données. Alors, 2700 patients étaient inclus dans le registre Covicept et on a inclus en fait 971 sclérose en plaques récurrentes et donc 418 étaient traités par anticorps anti-CD20. On a inclus 429 sclérose en plaques de type progressive avec 226 qui étaient traités par anti-CD20. Si on s'intéresse premièrement aux scléroses en plaques donc récurrentes rémittantes, donc on voit que c'est des patients qui avaient en moyenne une quarantaine d'années, qui avaient un score EDSS autour de 2, donc ça veut dire un handicap neurologique pas très important, et qui, voilà, pour les patients traités par anticorps anti-CD20, avaient été plus fréquemment vaccinés avant l'infection et avaient été plus fréquemment infectés autour du variant Delta et du variant Omicron. Si on s'intéresse donc à l'association dans cette population-là, on voit que, chez les patients qui n'étaient pas exposés aux anticorps anti-CD20, le risque de forme sévère était relativement faible, avec un pourcentage pondéré de 2,9%, tandis que chez les patients traités donc, par anti-CD20, il était de 13,4%. Donc le ratio était de 5,20, donc une association forte entre anti-CD20 et Covid-19 sévère. Ce que l'on peut noter également dans les analyses en sous-groupe, c'est que cette association persistait dans la population des patients vaccinés, bien que le risque absolu soit soit plus faible dans cette population-là, chez les patients exposés et non exposés aux anti-CD20. Si on s'intéresse à la population des patients progressifs cette fois-ci, donc sans surprise, il s'agit de patients nettement plus âgés avec une moyenne d'âge à 53 ans et un handicap neurologique plus marqué également. On retrouve donc le fait que les patients exposés aux anti-CD20 étaient plus fréquemment vaccinés précédemment à l'infection et plus fréquemment infectés au cours des variants Delta et des variants Omicron. Et cette fois-ci, donc, si on s'intéresse donc premièrement, comme on l'a fait jusqu'ici, donc aux patients non traités donc par anti-CD20, on voit que 15,5% de ces patients, même sans traitement par anti-CD20, avaient un Covid-19 sévère. Et le pourcentage pondéré chez les patients traités par anti-CD20 était 19%. Et donc finalement, donc, on n'observait pas d'association significative entre l'exposition aux anti-CD20 et le risque de Covid-19 sévère dans cette population des patients progressifs. Ce que l'on observait, c'est que ce surrisque existait en analyse en sous-groupe chez les patients les plus jeunes, donc inférieurs à 54 ans, et chez les patients qui avaient un handicap neurologique faible avec un EDSS inférieur à 6, donc des patients qui ressemblent un petit peu plus par leurs caractéristiques âge et handicap neurologique aux patients récurrents rémitants. Donc, on objective, grâce à cette étude, un surrisque important donc de forme sévère de Covid-19 associé aux anti-CD20 chez les patients récurrents rémitants. Et ce surrisque persiste chez les patients vaccinés, bien que le risque globalement de forme sévère soit plus faible. Il persiste un surrisque probablement dû au fait que les anticorps anti-CD20 vont engendrer donc une diminution de la réponse vaccinale biologique et clinique, et notamment biologique humorale. Chez les patients progressifs, donc on observe globalement un risque de Covid sévère plus important que chez les patients récurrents rémitants, mais on n'observe pas cette association significative entre exposition aux anti-CD20 et risque de Covid sévère. Et le surrisque est uniquement retrouvé donc, chez les patients avec un handicap neurologique pas trop important et des patients plus jeunes. Donc, le handicap neurologique et l'âge interagissent vraisemblablement négativement avec l'exposition aux anti-CD20 sur le risque infectieux dans cette population.
Donc, les forces de cette étude sont le fait d'avoir des données précises, de disposer de données précises sur à la fois la forme de la sclérose en plaques et sur le handicap neurologique, ce qui a permis de faire des analyses séparées sur les formes de sclérose en plaques. Le fait qu'il s'agisse d'un registre national permet donc de disposer d'une prise en charge relativement homogène en France de la sclérose en plaques, avec notamment sur l'indication des anti-CD20 une prise en charge homogène. Donc, on a restreint l'analyse aux patients qui étaient éligibles aux anticorps anti-CD20. On a choisi un critère de jugement principal qui nous a paru le plus objectif possible, notamment le fait de prendre hospitalisation avec besoin d'oxygène qui traduit donc une souffrance respiratoire objective. Dans les limites de notre travail, donc il s'agit d'une cohorte de cas Covid-19 donc, qui est basée sur la déclaration des neurologues. Ce n'est pas une étude sur l'ensemble des patients avec une sclérose en plaques, mais on s'est restreint donc, aux patients avec Covid-19. Il y a probablement une sous-déclaration des cas après janvier 2022 de façon très nette. On n'a pas non plus de données sur l'immunosuppression passée et il est possible que, notamment chez les patients avec une forme progressive, on ait peut-être potentiellement un défaut de puissance pour certaines analyses. Mais voilà, je vous remercie en tout cas de votre attention et si vous voulez en savoir plus, l'article est disponible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Edouard, et bravo et félicitations pour ce beau travail. Donc on a le temps pour une question. Pour l'instant, je ne vois rien dans le chat. Bon, tu as expliqué qu'il y avait une association entre anti-CD20 et baisse de réponse vaccinale. Est-ce que vous avez pu, j'ai peut-être pas bien suivi dans la première partie, mais est-ce que vous avez pu objectiver cette association dans votre analyse? Alors, en effet, chez les patients qui avaient une forme récurrente rémitante, on a objectivé, en tout cas, qu'en analyse en sous-groupe, le surrisque associé aux anti-CD20 persistait chez les patients qui avaient été antérieurement vaccinés. Alors, si je peux revenir là-dessus, c'est ici, pardon, c'est ici. Donc, on voit en fait que bien que le risque global soit plus faible, y compris donc, chez les patients traités par anti-CD20 suite à la vaccination, donc avec seulement 7% de patients hospitalisés, eh bien en fait, il reste quand même 7% des patients antérieurement vaccinés qui ont eu le recours à une hospitalisation avec hospitalothérapie, alors que chez les patients qui n'étaient pas exposés aux anti-CD20, bah, ce pourcentage est vraiment nettement plus faible. Donc il persiste quand même encore un sur-risque au sein de la population vaccinée chez les patients exposés aux anticorps anti-CD20. Merci, c'est clair. J'avais zappé. Merci. Bien, bah, on va passer, merci beaucoup. Et donc, on va Merci. passer à la présentation de l'équipe RS. Donc là, nous n'avons qu'une présentation de Camille Davis-Paturé autour de SARS-CoV-2, symptômes de Covid et santé mentale, les résultats issus de la cohorte EPICOV. À toi, Camille. Oui. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon. Et vous voyez bien le diapo? Très bien. Parfait. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des travaux issus d'une collaboration entre l'équipe de recherche en épidémiologie sociale de l'IPLESP et l'équipe psychiatrie du développement et trajectoire du CESP. Ces travaux ont donné lieu à deux publications, l'une dans le JAMA Network Open et l'autre dans PLOS Medicine. Donc un petit peu de contexte. Donc l'association entre Covid-19 et santé mentale, c'est une association qui a été constatée assez tôt dans la pandémie et dans différents types d'études, on l'a constaté avec des études sur les données de santé et notamment les études aux États-Unis qui montraient que à l'issue d'un test PCR positif, les personnes avaient quand même un risque plus élevé de troubles de santé mentale par la suite. C'est quelque chose qui a été aussi beaucoup retrouvé dans les enquêtes transversales où là, des déclarations de symptômes ou des déclarations de tests positifs étaient pratiquement systématiquement associées à des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux ou même des pensées suicidaires, un risque de ces outcomes de santé mentale plus élevés. Et alors, au moment où on a fait ces travaux, il n'existait pas beaucoup de résultats issus de cohortes, mais les quelques résultats qui sortaient allaient également dans le sens d'une association entre Covid-19 et santé mentale dégradée.
Néanmoins, ces études avaient des limites, puisque par exemple pour les données de santé, il était possible que elles ne concernent que les personnes qui avaient les formes les plus graves, puisque par exemple dans les études aux États-Unis, c'était les résultats de tests PCR en 2020. Or, en 2020, les PCR n'étaient pas nécessairement déployés sur tout le territoire. Et pour y avoir accès, il fallait soit avoir des symptômes, soit avoir été en contact avec une personne qui avait le Covid. Donc, elles ne comprenaient pas forcément toutes les personnes concernées et elles contiennent en général assez peu de données sociodémographiques. Dans les enquêtes transversales, le problème était qu'elles étaient souvent basées sur des symptômes ou des résultats de tests auto-rapportés. Et en plus, par design, elles ne permettent pas d'étudier le sens ni la durée de l'association. Et dans les cohortes, donc, déjà, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et puis, souvent, elles utilisaient des symptômes auto-rapportés ou alors des résultats de tests auto-rapportés. Et donc, nous, ce qu'on a fait dans ces travaux, c'est qu'on a essayé d'étudier les associations longitudinales, donc entre les symptômes évocateurs du Covid-19 en 2020, mais aussi le statut sérologique pour le SARS-CoV-2 en 2020, et les symptômes dépressifs ou les symptômes anxieux d'une part, ça c'est la publication du JAMA Network Open, ou les pensées suicidaires d'autre part, et ça c'est la publication de PLOS Medicine. Pour faire tout ça, on a utilisé des données donc, de la cohorte EPICOV, épidémiologie et conditions de vie sous le Covid-19. Donc très brièvement, 371 000 individus ont été tirés au sort dans la base Fideli, donc c'est les fichiers démographiques sur le logement et les individus. À peu près 36% ont effectivement participé. Donc, à l'inclusion, en mai 2020, il y avait un peu plus de 134 000 participants. Lors du premier suivi à l'automne 2020, ils étaient un peu plus de 107 000. Au second suivi à l'été 2021, un peu plus de 85 000. Et je vous l'ai mis juste pour information, il y a eu un troisième et dernier suivi de la cohorte à l'automne 2022, où là, on avait à peu près 65 000 personnes. Donc, pour ce qui est des outcomes, donc c'était la santé mentale en 2021. Pour les symptômes dépressifs, c'était une variable binaire, présence de symptômes dépressifs, oui, non, qui ont été évalués à l'aide d'une échelle qui s'appelle le PHQ-9. Cette échelle a un score qui peut aller de 0 à 27. Et donc, nous, on a pris un seuil qui est validé dans la littérature. Si le score est supérieur ou égal à 10, on considère qu'il y a une présence de symptômes dépressifs. C'était la même chose pour les symptômes anxieux, sauf que cette fois-ci, l'échelle s'appelle la GAD-7. Le score va de 0 à 21. Et encore une fois, si on a un score supérieur ou égal à 10, on considère qu'il y a une présence de symptômes anxieux. Pour les pensées suicidaires, c'était là encore une variable binaire. Présence de pensées suicidaires, oui ou non. Et la question qui était posée dans l'EPICOV était, depuis décembre 2020, avez-vous pensé à vous suicider? Et donc, tous ces outcomes de santé mentale ont été relevés lors du second suivi, donc à l'été 2021. Pour l'exposition, donc pour le Covid-19, on avait deux expositions. La première, c'était le statut sérologique. Et en l'occurrence, on s'intéressait surtout au statut sérologique positif pour le SARS-CoV-2 en 2020. Donc, c'était une variable binaire, séropositivité au SARS-CoV-2, oui ou non. Ce statut sérologique, on l'a déterminé à partir d'échantillons sanguins qui ont été prélevés pour EPICOV, donc c'était des gouttes de sang sur buvard. On considérait que la sérologie était positive si le ratio de densité optique était supérieur ou égal à 0,7. Et ça, c'est juste une petite remarque, plus de 94% des échantillons étaient collectés entre novembre et décembre 2020, et donc avant le début de la vaccination, ce qui fait que la séropositivité avait quand même peu de chances d'être due à une vaccination. Pour les symptômes évocateurs du Covid-19, donc c'était là encore une variable binaire, la déclaration de symptômes Covid-19, oui, non. Donc c'était auto-rapporté et on les a définis ainsi. Donc c'était la définition qui était en vigueur un peu à ce moment-là. C'était au moins un épisode soudain et inhabituel de perte de goût ou odorat, ou alors une fièvre associée à une toux ou des douleurs aux pressions thoraciques ou des difficultés respiratoires, un essoufflement entre février et novembre 2020. Et donc, donc on s'est servi des données à l'inclusion et au premier suivi pour définir ces deux expositions.
En termes de facteurs pris en compte, on a pris les facteurs qui étaient disponibles à l'inclusion et on avait vraiment une très grande variété de facteurs. On avait les caractéristiques sociodémographiques telles que l'âge, le genre, lieu de naissance, mais on avait aussi des données un peu plus précises sur la façon dont les personnes ont vécu le premier confinement. Est-ce qu'elles avaient euh, au moins une pièce par personne dans leur logement? Est-ce qu'elles ont passé le premier confinement dans leur logement habituel? Est-ce qu'elles avaient un accès à un extérieur sécurisé pendant le premier confinement? On avait des caractéristiques de santé, santé perçue, IMC, maladie somatique avant la pandémie, troubles de santé mentale avant la pandémie, consommation de tabac ou d'alcool. On avait des caractéristiques économiques comme le statut d'emploi avant la pandémie ou la situation financière perçue. Et l'INSEE a également mis à la disposition d'Epicov différents indicateurs, notamment la densité urbaine, le quartier prioritaire pardon, de la politique de la ville, la composition du ménage, les revenus du ménage et les taux d'hospitalisation lors du premier confinement. En termes d'analyse, donc toutes les analyses descriptives que vous retrouverez dans les papiers ont été redressées avec la pondération calculée pour Epicov. Cette pondération, elle prend en compte la non-réponse et l'attrition. Et elle permet en fait de redresser l'échantillon des répondants d'Epicov sur les individus présents dans Fideli en 2018. Et en fait, Fideli, je n'ai pas retrouvé le pourcentage exact, mais dans mes souvenirs, Fideli comprend à peu près 95% de la population générale française. Pour ce qui est des analyses, j'ai appelé étiologiques, donc pour la prise en compte des facteurs de confusion. Pour l'article dans le JAMA Network Open sur les symptômes dépressifs et les symptômes anxieux, on a fait un appariement par score de propension. Pour l'article dans PLOS Médecine sur les pensées suicidaires, on a fait une pondération par score de propension inverse. Et pour les mesures d'association, donc pour les symptômes dépressifs et anxieux, c'était des régressions logistiques, et pour les pensées suicidaires, c'était des régressions de poissons à variance robuste. Donc pour ce qui est des résultats, donc je vais d'abord vous parler des travaux sur les symptômes dépressifs et anxieux. Donc on est parti des 85 000 personnes du second suivi, donc à l'été 2021, c'était le suivi où on avait nos outcomes de santé mentale. On a exclu les personnes qui avaient des données manquantes sur les outcomes, donc symptômes dépressifs ou anxieux, les personnes qui avaient des données manquantes sur les expositions, et donc l'exclusion la plus conséquente, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui n'ont pas participé à la collecte au test sérologique. Ensuite, on a exclu les personnes qui avaient eu des symptômes Covid ou un test positif entre le premier et le second suivi, donc en fait au début de l'année 2021. Et on a exclu les personnes qui avaient des antécédents de dépression, d'anxiété ou de troubles bipolaires au premier suivi, pour avoir un échantillon d'analyse d'un peu plus de 45 000 personnes. Donc voilà les résultats principaux. Donc la première chose qui nous a frappé, c'est que la séropositivité SARS-CoV-2 n'est pas associée aux symptômes dépressifs ou aux symptômes anxieux. Le deuxième constat qu'on a pu faire, c'est que par contre, la déclaration de symptômes COVID-19 l'est, et ce, peu importe le statut sérologique pour le SARS-CoV-2. On a voulu aussi tester comment ces associations se comportaient quand on s'intéressait que aux troubles du goût ou de l'odorat. Et là encore, donc, peu importe quand on ne s'intéresse pas au statut sérologique, donc les associations se persistent pour les symptômes dépressifs et anxieux. Ils persistent aussi dans le groupe séro-négatif pour le SARS-CoV-2. Dans le groupe séropositif, l'association disparaît. C'est probablement peut-être dû à un manque de puissance dans ce groupe. Donc maintenant, quand on s'intéresse au temps depuis les derniers symptômes, donc on voit que les associations se maintiennent, quel que soit que les symptômes datent de moins de 6 mois ou de plus de 6 mois, qu'on s'intéresse aux symptômes dépressifs ou aux symptômes anxieux, et que l'on soit chez tout le monde ou parmi les séronégatifs. En revanche, pour les séropositifs, les associations ont tendance un peu à diminuer. Et quand on s'intéresse à la durée des symptômes, donc est-ce que ça a duré moins de 2 semaines ou plus de 2 semaines, les constats sont relativement les mêmes. À partir du moment où on a eu des symptômes Covid, on a un risque plus élevé de symptômes dépressifs ou de symptômes anxieux. En revanche, dans le groupe séropositif au SARS-CoV-2, ces associations ont tendance soit à disparaître comme ici, soit elles se maintiennent. Par exemple, ici, quand les symptômes ont duré plus de 2 semaines,
Elle se maintient, on retrouve l'association avec les symptômes anxieux. En revanche, quand ils ont duré moins de 2 semaines, elle disparaît complètement. Donc maintenant, pour le travail sur Covid-19 et pensée suicidaire, donc même chose, on est reparti des 85 000 personnes du second suivi. On a exclu les personnes qui avaient des données manquantes sur les pensées suicidaires. Excusez-moi, j'ai oublié le S. On a exclu les personnes qui avaient des données manquantes sur les expositions. On a exclu les personnes qui avaient des antécédents de pensée ou de tentative de suicide en 2020 parce qu'on n'avait pas moyen de savoir si c'était avant ou après l'infection. On a exclu les personnes qui avaient des données manquantes sur ces pensées et tentatives de suicide en 2020. Et on a exclu les modalités ne souhaitent pas répondre pour lesquelles on n'avait pas suffisamment d'individus. Et au final, on a un peu plus de 52 000 personnes dans notre échantillon d'analyse. Donc là, ce qu'on a retrouvé, c'est que du coup, ici, vous avez l'association entre symptômes Covid-19 en 2020 et pensée suicidaire en 2021, et risque relatif de pensée suicidaire en 2021. Et ici, même chose, mais pour le statut sérologique SARS-CoV-2. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ce soit l'association brute ou l'association après ajustement par score de propension inverse, il y a bien un risque plus élevé de pensée suicidaire en 2021 quand il y a eu des symptômes Covid-19 auto-rapportés en 2020, et qu'en revanche, cette association, elle n'existe absolument pas pour le statut sérologique SARS-CoV-2. Ici, il y a beaucoup de choses là-dessus, mais en fait, ça va aller. Donc, c'est parce qu'on a fait pas mal d'analyses de sensibilité. Ici, on a exclu toutes les personnes qui avaient eu des symptômes Covid en 2021 en disant bah, peut-être que plus l'infection est proche, plus le risque est élevé, mais l'association se maintenait. Ici, donc, c'est la même association symptômes Covid-19 2020 et pensée suicidaire 2021, simplement juste chez les personnes qui étaient séropositives au SARS-CoV-2. Donc l'association a tendance un peu à aller plus significative, mais c'est probablement plutôt dû à un manque de puissance dans ce groupe. Chez les personnes avec un statut sérologique négatif pour le SARS-CoV-2, l'association se maintenait. Chez les personnes dont les symptômes Covid-19 étaient apparus dont les derniers symptômes Covid-19 étaient apparus à l'automne 2020, l'association se maintenait, était même un petit peu plus forte, si on peut dire, que quand on prenait tous les symptômes ensemble. En revanche, quand les derniers symptômes dataient de l'été 2020 ou avant l'été 2020, là, l'association disparaissait, mais était quand même toujours dans le même sens. Donc, en termes de discussion, pour le papier sur Covid-19, symptômes dépressifs, symptômes anxieux, on s'est beaucoup focalisé sur les résultats par rapport à la séropositivité au SARS-CoV-2 et le fait qu'elle n'était pas associée aux symptômes dépressifs et anxieux. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est cohérent avec la littérature, en tout cas avec les quelques études de cohorte qui se sont intéressées aux mêmes questions. On s'est demandé si ces résultats n'étaient pas dus à un biais de classification où les formes asymptomatiques et légères de Covid-19 auraient été classées dans les séronégatifs au SARS-CoV-2 parce que le nombre d'anticorps anti-SARS-CoV-2 circulant, peut être proportionnel à la sévérité du Covid-19. Et du coup, peut-être que pour les formes légères, on n'avait pas beaucoup d'anticorps, peut-être que le test ELISA les détectait pas bien, peut-être qu'en fait, tout simplement, si l'infection était ancienne, il n'y avait même plus d'anticorps dans le sang et tout ça. Mais du coup, en fait, c'est assez peu probable que ça ait eu un impact sur les résultats, puisque quand on prend en compte la durée des symptômes, ce qui peut être un proxy de la sévérité, bah, les résultats restent les mêmes, enfin restent similaires, et c'est la même chose quand on prend en compte le temps depuis les derniers symptômes. Pour le papier sur les pensées suicidaires, euh, on a pas mal discuté le fait que les symptômes évocateurs du Covid-19 autorapportés en 2020 étaient associés à un risque plus élevé de pensée suicidaire en 2021. C'est peut-être dû aux conséquences de ces symptômes sur la vie quotidienne, puisqu'ils peuvent être liés à ils peuvent avoir donné lieu à une hospitalisation, à un Covid long, à des problèmes vis-à-vis de l'emploi, et on sait que ce sont des facteurs de risque pour les pensées suicidaires. Il est possible qu'il y ait une médiation par la dépression et l'anxiété, puisque comme je viens de vous le montrer, avoir eu des symptômes Covid, c'est aussi lié à un risque plus élevé de dépression et d'anxiété. Il se peut aussi que le fait d'avoir eu des symptômes Covid-19 en 2020, peut-être que ces individus symptomatiques sont aussi plus à risque d'avoir des proches qui sont symptomatiques, d'avoir des proches qui ont peut-être eu des formes sévères, qui sont peut-être décédés du Covid, et ça, on sait que c'est des gros facteurs de risque du risque suicidaire.
Dans ce papier aussi, on retrouvait que la séropositivité au SARS-CoV-2 en 2020, elle n'était pas associée aux pensées suicidaires en 2021. Peut-être parce que le SARS-CoV-2 n'est pas impliqué dans le risque suicidaire et ce serait une bonne nouvelle. Peut-être aussi parce que le statut sérologique, comme il ne donne pas d'informations sur la forme ou la sévérité de l'infection, peut-être que ce n'est pas un marqueur pertinent. Et du coup, ah oui, en termes de force et limite, donc en termes de limite, on avait un faible taux de participation aux tests sérologiques. On a un recueil qui est rétrospectif pour tout ce qui est information avant la pandémie. Pour les pensées suicidaires, c'est une question, alors que c'est quand même un phénomène assez complexe. Et on a pas mal de variables auto-rapportées, donc qui sont soumises au biais de mémoire, au biais d'isérabilité sociale, même si on a aussi quand même pas mal d'indicateurs grâce à l'INSEE. Ces études ont quand même aussi des forces, notamment le fait que c'est une très grande étude longitudinale et qu'il y avait une sélection aléatoire à l'inclusion, qu'on a deux mesures du Covid-19, une auto-rapportée et une qui est un marqueur biologique, et qu'on a un large éventail de données sociodémographiques. Donc, pour conclure, pour la recherche, mes conclusions, ce serait que si la question de recherche porte sur l'impact du virus sur la santé mentale, le statut sérologique seul ne sera pas pertinent. Il faudra soit l'associer aux symptômes, soit alors essayer d'aller rechercher des marqueurs inflammatoires, voire des signes d'infection du cerveau. Et si la question de recherche porte sur l'impact de la maladie Covid-19 sur la santé mentale, il faut rechercher ce que ça signifie pour les personnes d'avoir rapporté des symptômes Covid. Et du coup, pour ça, il faut s'intéresser à la sévérité des symptômes, à la contagion des proches, aux pertes d'emploi, aux répercussions que ces symptômes ont pu avoir sur la vie quotidienne. Et des conclusions en termes de santé, de santé publique, euh, ce serait qu'en contexte de crise sanitaire, suite à une infection, encourager les individus à être attentifs à leur santé mentale peut aider à prévenir des situations difficiles. Et pour ça, il faut augmenter la littératie en santé mentale, il faut expliquer aux gens ce que c'est que la santé mentale et à quels signes il faut être attentif. Et ça pourrait être une solution aussi de diffuser les ressources disponibles, donc les lignes d'appel, les conduites à tenir et tout ça, dans les lieux susceptibles d'être fréquentés par ces individus qui ont été infectés. Donc, merci de votre attention. Je tiens à remercier les participants des PICOF puisque les questionnaires étaient particulièrement longs. Les financeurs des PICOV, les financeurs du projet Suicide Covid, qui était l'Observatoire national du suicide, les financeurs du projet Covid-SM, qui a reçu le soutien du CAPNet. Et je parlais de ressources en santé mentale, voilà quelques sites internet qui peuvent être utiles. Merci. Merci beaucoup Camille pour cette belle présentation sur ce gros projet national EPICOV. Alors pour l'instant, je ne vois pas de questions sur le chat. Donc moi j'en ai une dans l'étude Sapris qui s'est montée de façon parallèle à l'étude EPICOV. On a constaté une association assez forte, mais je pense qu'il n'est pas un scoop avec le genre féminin, de la survenue d'idées suicidaires ou de dépression, d'anxiété en lien avec les symptômes plus qu'avec la sérologie, d'ailleurs ce qui a généré un certain nombre de polémiques. Donc des résultats assez similaires en fait, mais du coup, est-ce que vous avez trouvé ce type de résultats? Oui. Alors oui, après comme nous, on a eu recours à, du coup, à des scores de propension parce qu'on voulait vraiment, nous, étudier juste avoir eu des symptômes, comment c'est associé à la santé mentale. On a utilisé les scores de propension pour essayer d'équilibrer tout le reste entre avoir eu des symptômes ou non. Donc on ne s'est pas intéressé plus que ça au genre, mais quand j'ai fait mes statistiques descriptives, oui, les femmes avaient tendance à rapporter plus de symptômes, avaient tendance à rapporter plus de pensées suicidaires, mais c'est des choses qui étaient déjà observées avant. Et pour ce qui est de la santé mentale, il y a plusieurs explications possibles. La première, c'est que les femmes euh, arrivent plus facilement à en parler que les hommes, par exemple. Il y a quand même une, euh, une certaine... les hommes ont plus de retenue peut-être à parler de leur santé mentale, à dire oui, bah non, là, ça va pas bien, que les femmes. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui est systématiquement retrouvé dans tous les pays, le fait que quand on déclare des pensées suicidaires, c'est souvent plus les femmes qui déclarent que les hommes. D'accord. Autre chose, je me suis posé la question, le score de propension, mais c'est la propension à avoir un test positif? Alors,
Oui, c'est la propension à avoir une sérologie positive, oui. Et on a essayé quand même de prendre en compte la propension d'avoir dit oui à je veux bien faire un test sérologique aussi. Enfin, d'avoir mis des variables où on savait qu'ils pouvaient jouer sur le fait d'avoir accepté de faire un test sérologique. Donc, toujours pas de questions sur le chat. Alors, dans Epicov, il y avait le plan de sondage était extrêmement sophistiqué puisqu'il était réalisé par l'INSEE et donc effectivement dans les règles de l'art, si je puis dire, mais il y avait une surreprésentation des îlots, on va dire, les plus défavorisés, des populations les plus précarisées. Et du coup, est-ce que là aussi, indépendamment du genre, si je puis dire, vous avez trouvé un impact plus important En fait, on a l'impression que c'est le confinement, le premier confinement, qui a eu cet impact sur la santé mentale, hein, et donc de cette période sur la santé mentale particulièrement aggravée dans ces zones-là. Alors, je ne veux pas vous dire de bêtises parce que j'ai plus les chiffres en tête. Je sais plus. Sur ça, je sais plus. Mais je pourrais aller revérifier, mais je veux pas vous dire de bêtises. J'arrive plus à m'en souvenir. Je vais regarder. Ce serait bien que d'autres personnes posent des questions plutôt que. Donc là, la troisième et dernière vague, si je comprends bien, qui a Ah eu oui. lieu en 2022, vous avez fait du suivi sur la santé mentale des participants avec. Alors, comme dans toutes les cohortes, il faut choisir, il faut faire des choix. Donc, autant le second suivi a fait la part belle à la santé mentale parce que c'était vraiment c'était en 2021 et on s'apercevait que ça allait pas du tout, et du coup, on a vraiment pu mettre beaucoup de questions sur la santé mentale. Autant dans le troisième suivi, il y avait aussi toute la vaccination qu'on voulait observer et tout ça. Donc, on n'a pas tout mis. Par exemple, les symptômes anxieux, dans mes souvenirs, ne sont pas dans le troisième suivi. En revanche, on a toujours les symptômes dépressifs et on a bien les questions sur les comportements suicidaires. D'accord. Et Je alors, une crois question qui peut-être que c'est pas toi la mieux placée pour répondre à cette question, mais PICOF fait partie des études qui sont inscrites au catalogue du Health Data Hub. Ah, Et donc, je me demandais dans quelle mesure il était facile. Alors, vous y aviez accès parce que vous étiez impliqué dès le montage mm. du projet. Mais est-ce qu'il est facile aujourd'hui à n'importe quelle équipe d'accéder à ces données est-ce que ces données sont disponibles aujourd'hui et intégrées dans le SNDS? Alors, intégrer dans le SNDS, il y a un projet d'appariement avec le SNDS, mais j'ai envie de dire un peu comme toutes les cohortes, ça se fera quand ça se fera. Est-ce que les données sont facilement accessibles? Elles sont accessibles facilement, je vais pas vous garantir. Il me semble qu'il faut faire une demande via le CASD, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, je sais elles sont accessibles. Après, je pense que ça peut prendre un certain temps. D'accord. Il y a une question de Marion Debain concernant les effectifs impressionnants et la façon dont les questionnaires ont été Ah, administrés. Est-ce que oui. c'était par Internet, par courrier ou par téléphone? Alors, il y avait une partie par Internet. Je ne sais plus l'acronyme, c'est CAWI, donc c'est Computer Assisted Web Interview. Ça, c'était la plus grosse partie. Il y avait une partie par téléphone aussi. Et du coup, ce sont des variables qui, par exemple, pour les pensées suicidaires, vont jouer. Et donc qui ont été prises en compte dans le score de propension. Et je crois qu'il y a une question au-dessus, non? Non, c'était un L'incidence des... commentaire de Maria sur Oui, l'incidence des. ok. C'est très relié au confinement. Bien, bah, voilà, en tout cas, bravo pour ces présentations, hein. J'ai trouvé que le contenu du séminaire était vraiment excellent pour toutes les présentations et merci à tous, aux orateurs. Donc, juste un petit mot pour dire que la prochaine présentation aura lieu le 13 décembre. Ce seront les équipes Sumo, Theravir et Nemesis qui présenteront leurs travaux. Et puis, on va fixer très vite le calendrier pour 2024 avec des petits ajustements qui vont être réalisés, de telle sorte qu'on tienne ce rythme assez régulier. Et comme vous le savez, c'est enregistré
par l'université, donc disponible en visio différé, mais c'est bien d'y assister en direct, je trouve. Voilà, donc j'essaierai de relancer un petit peu la participation à ces séminaires, même si on a atteint à peu près 65 personnes. Je vous remercie tous, à bientôt.